Bonjour, pour cette prochaine conférence, nous allons aborder un sujet intéressant pour bien des égards. Leader des industries responsables, ça résonne comment chez les recruteurs? Pour en parler avec moi, j'ai Grégoire Buffet, Bordeaux 191. Bonjour Grégoire. Bonjour Eric. Vous êtes associé d'Inside et vous faites partie de ces gens qui recrutaient en permanence des gars de ZAR, mais pas que, pour vos clients industriels. Francis Rossignol, bonsoir. Alors vous êtes de la Bordeaux 179, vice-président en formation industrie de l'association des alumni arts et métiers. Et à ce titre, vous allez défendre un petit peu ce motto, leader des industries responsables. Ça veut dire quoi aujourd'hui, Francis? Oui, je pense qu'avant de parler des recruteurs, qui est le sujet, la perception qu'ils en ont, il faut déjà dire de quoi on parle. Leader des industries responsables. Comment l'école d'un côté, les alumni, incarnent ce positionnement? Alors, côté école, déjà c'est avoir un label DDRS, pour ceux qui connaissent, développement durable et responsabilité sociale. Donc déjà, montrer l'exemple dans le fonctionnement de l'école. C'est développer les Evolutive Learning Factory, des usines à l'échelle 1 qui sont représentatives dans les régions du positionnement de l'école. Donc c'est développement de moyens et de méthodologies, de pédagogie qui couvrent ces sujets-là et ce positionnement. Voilà, l'école fait son travail. Les alumni de leur côté, c'est être leader, c'est déjà être une force d'influence. Donc c'est pas par hasard parce qu'on a une légitimité industrielle. On a créé les journées usines ouvertes tout de même. On a créé un observatoire des métiers, etc. On est partenaire de la Convention entreprise pour le climat. Donc voilà, on affirme notre positionnement sur ces sujets-là, avec une parole qui a une certaine crédibilité. C'est aussi un écosystème qui travaille sur la création d'entreprises, etc. Une activité de recherche, donc au service de l'industrie. Voilà, c'est un peu à ce titre qu'on représente, on incarne, je dirais, ce positionnement leader des industries responsables c'est une vision, mais encore faut-il montrer comment en pratique on la matérialise. Voilà. Alors justement, celui qui la matérialise beaucoup, du moins qui en a une vraie vision aussi, sur le terrain au jour le jour, c'est vous, Grégoire. Racontez-nous un petit peu, en chiffres aussi, ce que ça peut vouloir dire. Je me suis livré à un petit exercice assez simple. Allez voir sur l'APEC les annonces du domaine des métiers de l'ingénieur et voir quelles sont celles qui sont marquées environnement ou circulaire ou durable, bref, qui sont teintées par une dimension RSE. Si on regarde l'ensemble des annonces, on en a 7300 sur les fonctions d'ingénieur, 4200 qui sont teintées RSE, soit 58%. On est au-delà de 50%. C'est un facteur remarquable qui identifie les annonces des ingénieurs sur l'APEC. Si on regarde maintenant, on se concentre sur celles qui sont portées par des intermédiaires de l'emploi, donc cabinet de recrutement ou boîte d'intérim. Là, on n'a plus que 2000 annonces. On est sur une proportion normale qui oscille entre 30 et 35% des annonces au global qui sont portées par les intermédiaires de l'emploi. Et sur celles-là, on n'en a plus que 965 qui sont teintées RSE. Là, on baisse à 47%, on est un peu au-dessous de la moyenne. Donc on va se dire, on est toujours à peu près autour de 50% des annonces emploi qui sont teintées RSE, mais on note tout de suite que la sensibilité des intermédiaires de l'emploi semble moins importante par rapport aux critères RSE. Et pour autant, tous dans leur process vont intégrer ces questions-là comme étant un socle de compétences obligatoire aujourd'hui dans un process de recrutement. Alors, dans votre quotidien, justement, quand vous abordez des clients qui ont besoin de vos services, ils vous disent quoi? Ils nous disent qu'ils ont l'honneur et l'avantage de travailler pour des entreprises qui sont très engagées d'un point de vue environnemental. Ça participe d'un cercle vertueux de la communication des cabinets, des entreprises, et un facteur d'attractivité des candidats, c'est évident. On note quand même que, là, un petit rappel de contexte, on est quand même dans un contexte qui n'est pas très favorable aux critères RSE. Très clairement, on est plutôt concentré à l'heure actuelle sur une urgence des tensions internationales, une urgence, et on parle plus de réarmement que de financement de la décarbonation dans les usines à l'heure actuelle. Ma conviction,
mais c'est la mienne, je la partage, c'est qu'on peut tout à fait protéger la terre et protéger nos emplois en même temps si on s'attarde à rendre convergents ces deux facteurs. Alors on obtient quelque chose de très puissant en termes de communication, mais on part bien de ce qui est au fond, le positionnement réel des entreprises, la réalité de l'attractivité, et on en fait un critère différenciant. Alors, depuis très peu, finalement, on a pris ce parti pris de parler de leader des industries responsables. Ça fait une paire d'années que le message est diffusé. Est-ce que déjà, on commence à en sentir les premiers fruits auprès des industriels? Alors, c'est difficile à dire, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on prépare bien les étudiants à être à l'état de l'art lorsqu'ils arrivent dans les entreprises. Ça, les industriels vont s'en rendre compte. Je veux dire par là que j'ai parlé des usines à l'échelle 1 qu'on déploie sur les campus. En général, il y a une dimension 4.0, évidemment, mais aussi 5.0, qui est démonstration de la préoccupation qu'on doit avoir dès qu'on déploie des solutions, l'engagement social, environnemental. Donc nos étudiants vont arriver sur le marché de l'emploi en ayant acquis ce genre de compétences avec des projets qui sont proposés par les entreprises. Donc déjà, est-ce qu'ils ne sont pas aussi très très demandeurs et finalement, générationnellement parlant, excusez-moi, c'est quand même une brique de plus qu'ils ont dans leur escarcelle que vous n'aviez peut-être pas dans vos générations de Gadzar? Évidemment, les jeunes sont très attirés par ces sujets-là. Le côté environnemental, l'aspect souveraineté aussi. Je pense qu'il y en a qui peuvent être attirés par le fait de défendre l'industrie, la réindustrialisation. Beaucoup de choses sont dites, mais beaucoup comprennent que ça se passera par une industrie propre, respectueuse de l'environnement. Ça, c'est un discours qu'ils comprennent, et qui peut les attirer déjà pour faire les arts et métiers, qui ont un positionnement clair là-dessus. Venir aux arts et métiers plutôt qu'une autre école, parce que non seulement on affiche un positionnement, mais on les prépare à ça. Et je pense que les employeurs peuvent trouver des jeunes qui auront cette sensibilité et le savoir-faire. Grégoire, je sentais que vous vouliez répondre. Déjà pour remettre en perspective par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le contexte n'est pas forcément favorable à cette dimension RSE d'une formation ou d'un engagement d'entreprise. En tout cas, ce n'est pas une période où on investit énormément sur cette partie-là. Mais pour autant, le taux d'emploi des ingénieurs reste extrêmement élevé. Donc si on ressent moins la guerre des talents à l'heure actuelle, aucun doute qu'elle va redémarrer très, très rapidement dès que le contexte économique sera porteur. Donc se positionner comme leader des industries responsables, c'est une très bonne stratégie d'attractivité pour ce que vous appelez la génération Z, ce que moi j'appellerais plutôt la culture Z, parce que finalement elle se répand dans l'ensemble des âges des ingénieurs et d'autres types de populations. Contexte pas si négatif et un contexte de guerre des talents qui va reprendre, ça veut dire que pour les entreprises, ils ne perdent quand même pas le fil de leur nécessaire attractivité de ces, appelons-les générations Z s'il faut les appeler comme ça, et donc qui s'alignent avec les enjeux de recrutement de nos ingénieurs au sein de l'école des arts et métiers. C'est très aligné parce que finalement, vous disiez tout à l'heure, les jeunes sont très sensibles à cette dimension RSE, la responsabilité sociétale, la diversité, la responsabilité environnementale. J'aurais tendance à dire que finalement les Gadzar sont traditionnellement très sensibles à ce type de responsabilisation. Je pense que j'ai essayé de donner un petit éclairage là-dessus. Les arts et métiers forment historiquement... alors oui, on peut faire un éclairage sur la partie environnementale, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Les arts et métiers forment historiquement des ingénieurs engagés par nature, par tradition. Engagés, on va l'utiliser pour deux raisons. La filière environnementale, avec des choix de filières qui sont différents. On peut choisir, quand on est Gadzar, une entreprise engagée en termes d'environnement, et ça ne veut pas forcément dire une entreprise propre au départ, mais une entreprise qui a une stratégie environnementale, une entreprise qui a un modèle d'activité vertueux,
On parle souvent de l'industrie circulaire, on peut aller jusqu'à la pérennité programmée circulaire, on pourra y revenir, mais c'est un très beau mot. Et des filières responsables qui, à l'heure actuelle, sont plutôt des filières qui sont porteuses en termes d'emploi, les nouvelles énergies, les nouvelles mobilités, et l'industrie nucléaire. Francis, petite question autour justement de ce que venait de dire Grégoire. Aujourd'hui, soyons clairs, on a des jeunes qui sont bien formatés, qui vont embrasser l'industrie. Parfois, il y a des petits coups de canif comme ça, où on n'est pas très content. Et j'ai vu que vous aviez fait un vrai petit coup de gueule, pas plus tard qu'il y a quelques jours sur LinkedIn, parce que vous en avez marre des classements où finalement on a l'impression qu'on comprend rien. Racontez-nous un petit peu. Alors les classements, ça c'est un beau sujet. Quand on regarde les classements, j'ai rebondi en fait sur une vidéo d'une personne qui analysait les classements en temps réel, qui montrait tiens, Super Héros tout d'un coup est tombé à je ne sais pas quelle place, pourquoi? Donc du coup il s'est posé des questions, les mêmes que les miennes d'ailleurs, en disant mais finalement ça repose sur quoi ces critères? Est-ce qu'ils sont pertinents? Eh bien en fait on est arrivé à la même conclusion avec cette personne, pour ça j'ai rebondi en disant ce qui compte finalement pour une école, c'est le réseau de cette école et puis les compétences qu'on acquiert dans l'école. Et donc il y a des paramètres qui sont questionnables. Je vais prendre un exemple. On parle de renaissance industrielle, on veut plus d'ingénieurs en France. Eh bien il y a un classement que je ne citerai pas qui prend comme critère le nombre d'ingénieurs qu'on envoie à l'étranger. Ce n'est pas très vertueux. Autrement dit, nos impôts serviraient à des écoles publiques pour envoyer des ingénieurs à l'étranger. Donc ça, pour moi, ce n'est pas représentatif. Le nombre de chaires. Parfois, le nombre de chaires, ce n'est pas représentatif de l'activité réelle de R&T avec tous les contrats, la variété des contrats. Enfin, je peux citer plusieurs critères comme ça. Au final, ce qui compte, c'est qu'un étudiant, futur étudiant, il choisisse une école pour une bonne raison. Et de ce point de vue-là, moi, je milite forcément pour mon école, les arts et métiers, leader des industries responsables. Un jeune qui veut jouer un rôle dans ce domaine-là, eh bien, il vient aux arts et métiers parce qu'il aura un environnement qui va le préparer à ça et où il peut se retrouver en termes de valeur. On va lui donner les compétences et les armes pour jouer un rôle sur la renaissance industrielle dans un environnement vertueux du point de vue rendement et social. Voilà. Grégoire. Et donc, pour terminer, oui. Le classement, c'est une chose, mais c'est surtout le positionnement de l'école qui compte. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Grégoire, justement, vous, en tant que chercheur de talent, les classements, vous y êtes bec et ongle dessus ou vous épousez plutôt la thèse de... Non, alors, effectivement, on s'en détache énormément. Pour être clair, c'est plutôt utilisé en général sur les recrutements de jeunes talents sortis d'école que font les entreprises à 90% en direct. Néanmoins, je trouve le point intéressant parce que je ferai le parallèle entre le classement des écoles et le greenwashing. On peut avoir une très belle façade, mais à l'intérieur, si ce n'est pas porté par des valeurs réelles et des qualités réelles et des compétences réelles, c'est pas très solide. Je fais une alerte. On parle souvent du greenwashing des entreprises et on met en alerte les entreprises contre le greenwashing. Moi, je mettrais aussi en alerte les candidats contre le greenwashing. Des candidats qui se présentent dans des entreprises en disant « ça m'intéresse énormément de venir chez vous parce que vous êtes engagé pour l'environnement, etc. » Vous êtes venu comment? En avion. Aïe, vous avez un train pour venir. Merci, au revoir. Donc, l'alignement réel des entreprises, des candidats, d'une école, entre ce qu'elle prétend être et ce qu'elle est réellement, c'est quand même la meilleure des solutions pour avoir de la puissance derrière. Ça se retrouve aussi bien pour la partie sociale. On a parlé de la partie environnementale, mais c'est aussi vrai pour la partie sociale. Le Gadzar, il est reconnu par essence comme ayant des qualités pour faire le lien entre une stratégie d'entreprise et la réalité sur le terrain. On dit souvent qu'il a la capacité à monter sur la stratégie d'entreprise et à mettre les chaussures de sécurité et à être à l'aise avec les deux. Ça, c'est une qualité réelle qui est reconnue par les recruteurs, que nous, on va chercher chez des ingénieurs, notamment pour intégrer des PMI, des ETI, où on va chercher notamment de l'agilité d'ingénieurs. Et la formation d'ingénieurs arts et métiers, elle est reconnue
pour amener du pragmatisme, pour amener de l'agilité à des ingénieurs. Donc ça, on va être là plutôt sur du recrutement par compétences réelles que par l'étiquette ou par l'image. D'ailleurs, la formation est rentrée dans les critères de discrimination, il n'y a pas longtemps, dans les institutions. Vous voulez compléter? Oui, ce que je dis, moi, j'emploie la terminologie, dire le Gazar, il est capable de faire le grand écart entre une approche terrain, humaniste, le concret, et comme il dit très bien, avoir une vision, décliner une stratégie. Et les Gazars qui réussissent bien, c'est dans toutes les tailles d'entreprise, hein, c'est ça en fait. Et quand on parle de développer les compétences de leadership, hein, c'est pas faire du copier-coller de ce que font des écoles de management classiques. Nous, on veut garder notre spécialité, notre spécificité, justement, qui est de savoir réunir ce type d'approche. Et ça, pour faire une industrie responsable 4.0, il faut des gens qui soient capables de faire ce lien entre la stratégie et le terrain. Justement, quels seront à l'avenir, je dirais, les trois principales qualités que devront avoir les ingénieurs, si on parle un petit peu justement à notre jeunesse et à ceux qui sont sur les bancs des campus en ce moment? Allez, trois qu'on va rechercher chez quasiment l'ensemble des leaders pour le coup. C'est une capacité d'agilité, d'appréhension, de travailler vraiment en mode agile, c'est-à-dire travailler en multicanal, plusieurs projets en parallèle, et une capacité d'adaptation à des changements de direction, des changements de thème. Donc cette agilité en termes de compétences et de posture, elle est très importante. Pour permettre, dans un contexte aussi agile, d'avancer rapidement et puissamment, il faut le faire avec une capacité de collaboration qui est énorme. Le fait d'être capable de collaborer en interne avec les équipes, mais aussi en externe, avec l'entreprise étendue, des laboratoires de recherche, des partenaires pour aider l'entreprise à sortir de son modèle d'hier et rentrer dans le modèle de demain. Et puis les qualités humaines qui sont bien entendu reconnues, notamment chez les Gazar, pour la formation et pour l'extra-formation que nous avons. Elle est particulièrement importante, c'est être capable de porter ces enjeux-là avec humanité, de manière alignée. Ça, c'est la manière de mettre du sens au cœur de l'action de l'ingénieur. Et le sens, il est au cœur de toutes les procédures de recrutement aujourd'hui, chez les recruteurs entreprises et les recruteurs cabinets. Et je vois que là, sur le slide que vous nous présentez, vous donnez quelques pourcentages aussi très chiffrés autour du PIB. Les enjeux de renaissance industrielle, ils sont concrets. Hein. On a un enjeu de faire repasser le PIB, la part du PIB industriel français de 9% à 15%. C'est énorme. Ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Ça se fera avec des efforts d'investissement très importants dans l'outil industriel, mais aussi dans les formations. On ne forme pas assez d'ingénieurs aujourd'hui en France et en plus on perd la moitié des ingénieurs qui ne vont pas dans l'industrie. C'est un petit peu moins vrai pour la formation d'ingénieurs arts et métiers qui conservent un peu plus d'ingénieurs formés dans l'industrie, qu'ils soient en France ou à l'étranger, mais on les conserve dans l'industrie et on construit avec ça. L'enjeu, il est à moyen long terme, il est aussi à très court terme. Il faut qu'on ait des priorités très clairement identifiées dans l'action publique là-dessus à l'heure actuelle. Alors demain, il va y avoir un cortège de ministres qui passeront, dont d'ailleurs le Premier ministre, ministre de l'Industrie. Si vous les aviez là juste en face de vous, vous leur diriez quoi? Et moi, j'ai un discours très clair là-dessus. Les industriels français sont très performants. Ils travaillent dans des conditions de concurrence déloyale depuis des années. Ça fait 40 ans qu'on désindustrialise, 40 ans que nos industries sont sous pression. Et de ce fait, on a des industriels qui sont capables d'être performants dans ces conditions-là. Je voudrais leur dire que simplement l'État doit faire son job. Le job d'un État régalien, l'un de ses premiers devoirs régaliens, c'est de protéger ses citoyens et ses entreprises. Et là, les industries, elles ont besoin d'être protégées. Elles représentent aujourd'hui plus de 80% des importations de produits manufacturés. Cette partie-là, elle doit être protégée et on doit définir les mêmes règles pour les entreprises en interne, que ce soit socialement ou environnementalement,
que pour les produits importés. Si l'État fait ça rapidement, alors on donne la possibilité aux talents de nos industries, qu'ils soient dirigeants, salariés, et au pacte social qu'on a dans nos industries, de redéployer cette industrie de 9 à 15% et de se réimplanter dans les territoires avec l'impact positif que l'on sait. Donc on arrête d'avoir un État bisounours. Absolument. Moi, je rajouterais, je dirais, relisez le bouquin d'Olivier Luancy. Hein. Il suffit déjà de prendre 3% de l'épargne des Français et le mettre dans l'industrie, ça va déjà pas mal aider. Je leur dis, continuez à mettre l'accent sur la R&D, la recherche et développement, et surtout pas faire ce que font les États-Unis, hein, qui est de couper les vivres des chercheurs. C'est le contraire de ce qu'il faut faire. Donc on a un formidable potentiel dans nos écoles pour faire la différence par l'innovation, parce qu'on a besoin d'une industrie compétitive. On n'est pas un monde fermé, il ne faut pas l'oublier. Et puis les chercheurs des États-Unis qui ne sont plus à l'aise aux États-Unis sont les bienvenus en France. Mais je sens que vous en avez recruté quelques-uns. Merci beaucoup pour cet entretien et puis donc peut-être rendez-vous demain pour dire les choses. Merci. Merci.